Très bien. Merci déjà d'accepter qu'on vienne vous filmer et qu'on vous pose quelques questions. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter et parler un peu de votre parcours? Je suis médecin à la retraite depuis 6 ans. J'ai travaillé quelques années à l'hôpital cantonal de Genève, puis 32 ans dans le cabinet de groupe au Petit Lancy. Au moment de prendre ma retraite, j'ai adhéré à Exit, où je suis devenu médecin conseil, puis vice-président de l'association. Et depuis combien de temps êtes-vous vice-président? Depuis 2 ans. Et pour quelle raison avez-vous rejoint l'association Exit? Dans mon activité de médecin à l'hôpital d'abord, puis ensuite en pratique privée, j'avais constaté des difficultés à gérer des cas très difficiles de patients qui souffraient de maladies cancéreuses notamment, mais aussi parfois d'insuffisance cardiaque terminale. Et à l'époque, les lois n'étaient pas très précises et nous étions amenés comme médecins à nous débrouiller, comme on dit. C'est-à-dire qu'il fallait faire de la place dans des chambres d'hôpital qui étaient bondées, et puis on s'arrangeait pour que des patients qui étaient dans un état désespéré partent un peu plus vite que ce que la nature aurait voulu. Et c'est ça qui vous a Oui, amené. alors il y avait un petit malaise quand même de faire ces choses que tout le monde faisait, mais sans qu'il y ait de cadre légal ni même réglementaire à ce propos. Puis d'autre part, quand j'ai travaillé comme médecin en privé, j'ai eu des cas difficiles de patients qui étaient soignés d'abord à l'hôpital, mais ensuite à la maison, et qui, malgré l'excellente qualité des soins prodigués par des spécialistes de toutes sortes de soins intensifs, souffraient beaucoup, et surtout la famille souffrait beaucoup parce que ça durait très longtemps et que ces gens me demandaient de l'aide pour mourir et je ne pouvais pas la leur fournir, ni par suicide assisté, je ne savais même pas que ça existait à l'époque, et puis l'euthanasie était interdite. Est-ce que du coup vous pourriez expliquer en détail la procédure d'une personne qui veut faire appel à Exit? Comme par exemple depuis combien de temps elle doit être membre de l'association, ou comment est-ce que les accompagnateurs définissent si la personne a tout son discernement? Nos règles veulent que les gens soient membres d'Exit depuis un certain temps. Mais ce certain temps n'a jamais été vraiment défini et on prend parfois des personnes qui adhèrent au dernier moment dans des conditions dramatiques, qui souffrent beaucoup et qui payent une cotisation d'entrée unique pour être membre, et on peut les aider dans les jours qui suivent. Mais de préférence, on aime que les gens aient une adhésion un certain temps auparavant. Certains membres sont là depuis 20 ans, et ça leur permet aussi de mieux élaborer leur demande. Exactement. Est-ce que les accompagnateurs, quel est leur rôle finalement pour aider une personne qui fait une demande? Les accompagnateurs en Suisse sont des particuliers, chacun peut le devenir pour autant qu'il soit agréé par l'association. Donc c'est des personnes qui souvent sont issues de milieux professionnels sociaux, anciens médecins, infirmières, enseignants, etc., et qui s'intéressent à l'aspect humain des choses. Et ils veulent aider leurs prochains, et ils ont à travers l'association la possibilité de se former par compagnonnage, c'est-à-dire qu'ils se présentent, puis on examine soigneusement s'ils n'ont pas une personnalité anormale, pathologique, qui leur ferait choisir ce genre d'activité. Ensuite, on les forme au contact d'une personne expérimentée qui va leur montrer comment on peut pratiquer, bien pratiquer. Puis après un certain temps, elles peuvent travailler sous supervision, mais en prenant la responsabilité d'un cas. Et enfin, elles peuvent travailler seules, ces personnes, quand elles sont suffisamment mûres. Et lors d'un suicide assisté, qui est présent dans le... Enfin, comment est-ce que ça se passe exactement? Parce que j'avais entendu dire que c'était qu'on prenait 2 pilules et que la deuxième, c'était celle qui faisait effet. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, donc du point de vue technique, les gens doivent être membres de l'association. Nos critères veulent qu'ils souffrent beaucoup d'une maladie grave, incurable,
ou des suites d'un accident, par exemple une invalidité chronique. Ils doivent avoir fait une demande manuscrite, holographe, ou éventuellement une demande notariée, s'ils n'ont pas la possibilité de signer dans le cas des maladies neurologiques ou des paralysies. Une fois qu'ils ont fait tout ça, leur médecin doit leur donner un rapport où sont mentionnés les diagnostics concernant la santé et l'état de discernement de la personne. Donc on demande au médecin traitant, en général le médecin de famille, de dire si la personne, à son avis, est capable de discernement, c'est-à-dire est-ce qu'elle est capable de comprendre ce qu'elle demande, et est-ce qu'elle a sa volonté suffisamment affirmée, mûrie pour qu'elle aille jusqu'au bout, même si chacun peut renoncer en tout temps. Puis une fois que toutes ces conditions sont réunies, on envoie quelqu'un, un accompagnateur ou une accompagnatrice, rendre visite à la personne, 1 à 2 fois minimum, mais parfois plusieurs fois, pour discuter avec elle, discuter avec ses proches, si la personne y consent, si elle a des proches. On parle avec le médecin traitant aussi, de manière à accorder nos points de vue. Le médecin traitant est invité, s'il le désire, à faire lui-même l'ordonnance ou à venir le jour de l'autodélivrance. Puis quand tout est mûr et que la personne a réaffirmé plusieurs fois sa décision, on vient, après avoir averti 24 heures à l'avance les autorités de police, dans le canton de Genève en tout cas, parce que dans certains cantons, ils ne veulent pas qu'on les avertisse. On les prévient pour qu'ils aient le temps de s'organiser, pour venir ensemble, le médecin légiste et l'inspecteur de police. Le jour choisi par le patient pour mourir, on lui demande une toute dernière fois si il maintient sa décision. Ensuite, on lui donne du motilium, qui est un médicament contre les nausées. Puis après, on attend 20-25 minutes, le temps que ce produit agisse. Il y a encore la possibilité d'abandonner la procédure à ce moment-là. Et quand la personne confirme sa décision après 20-25 minutes, on lui propose un verre contenant 12 grammes de pentobarbital. L'ordonnance a été faite soit par le médecin traitant, soit par un des médecins d'Exit. Et la personne doit boire elle-même le verre. Si elle a préféré ou si c'était nécessaire parce qu'elle avait de la peine à avaler, on organise une perfusion et la personne doit ouvrir elle-même le robinet de la perfusion pour que ça soit réellement un suicide. Le décès survient dans les minutes qui suivent et quand tout est fait, on appelle la police et le médecin légiste qui avait été averti la veille à Genève pour qu'ils viennent constater que tout a été fait selon les règles et la loi. Donc ils voient le dossier complet avec la demande du patient, l'adhésion à Exit, les rapports médicaux et le protocole d'Exit qui décrit de minute en minute tout ce qu'on a fait, ce qu'on a donné. Le médecin légiste fait un examen du corps superficiel, parce qu'il n'y a plus d'autopsie dans ces cas-là, et une fois qu'ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'infraction aux lois et aux règlements, ils accordent le médecin légiste et l'inspecteur de police un papier qui permet d'appeler les pompes funèbres. Très bien. Et en général, les autorités, elles sont assez conciliantes pour ce genre de cas? On a la chance à Genève, et puis depuis peu dans le canton de Vaud, d'avoir un procureur général qui facilite les choses, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait nous faire confiance. Vous savez qu'il y a beaucoup de suicides non assistés, hein. Donc pour la police et pour le procureur général, le pire c'est les suicides violents par défenestration, noyade, arme à feu, ou pire encore la voie ferrée. Donc ils ont compris que l'intérêt de la société c'était de tolérer la présence des associations d'aide au suicide qui sont le moindre mal dans ce genre de situation. Et pendant toute la procédure, la famille
et les proches, ils peuvent accompagner, être présents, être avec la personne? Oui, si la personne y consent. On voit toutes sortes de situations. La situation classique, c'est une personne qui a réuni autour de son lit de mort ses enfants, ses frères et sœurs, des amis, donc ils peuvent être plusieurs. Et il y a aussi des personnes qui sont tout à fait solitaires et qui n'ont personne. Et puis aussi des gens qui ne veulent pas que leur famille assiste, soit pour ménager leur sensibilité, soit en raison de brouille, de désaccords dans la famille. Les membres d'Exit ont pour la majorité entre 51 et 75 ans. Est-ce que ça signifie qu'avant, les gens ne se soucient pas de la façon dont ils vont mourir, enfin du fait qu'ils ont moins de risques aussi de mourir? La moyenne d'âge est difficile à établir parce qu'il y a deux pics en fait. Il y a ces deux qu'on appelle ça, les courbes de Gauss. Hein. Un premier pic, c'est les gens qui sont autour de 60-70 ans et qui souffrent de cancer, par exemple, ou de maladies neurologiques, ou d'insuffisance cardiaque grave après des infarctus, etc. Et après, il y a un deuxième pic qui, ça fait comme une double bosse, c'est les personnes très âgées qui, elles, n'ont pas de maladies catastrophiques, mais qui souffrent des multiples pathologies liées à l'âge. Vous voyez ? Elles ont 80, alors c'est un pic qui est plutôt du côté de 80-85 ans. C'est des gens qui perdent la vue, l'ouïe, l'équilibre, leur continence, souffrent de douleurs rhumatismales, sont déjà tombés, ont déjà été opérés pour une fracture de hanche ou de genou, et puis se rendent compte que leur autonomie est tellement réduite ou en train de se réduire et qu'ils ne veulent pas aller en EMS parfois, ou qui sont en EMS mais qui n'ont plus envie d'y rester. Et c'est donc un deuxième groupe de personnes qui est juxtaposé au premier pic. Okay. Et plus de femmes que d'hommes font appel à votre association. Pensez-vous que cela est seulement dû au fait que les femmes vivent en moyenne plus longtemps? C'est probablement ça. Effectivement, on voit que les membres d'Exit sont plus nombreux parmi les femmes que chez les hommes, simplement parce que dans la population âgée, il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus. Il faut savoir que dans les suicides non exit, le suicide violent, passionnel, c'est le contraire, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc est-ce que ça voudrait peut-être dire que les femmes auront plus tendance à demander de l'aide? Ou bien, c'est peut-être pas très gentil pour les femmes, mais elles ratent beaucoup plus souvent leur suicide. Quand je travaillais à l'hôpital, la grande majorité des tentatives de suicide que nous recevions, c'était des femmes. Les hommes réussissent plus parce qu'ils ont plus accès à des moyens violents comme les armes à feu. Effectivement. Et d'après les chiffres de votre site internet, les raisons les plus invoquées pour les demandes d'aide au suicide sont les cancers et les polypathologies invalidantes. Est-ce que vous pourriez expliquer à quel stade est-ce que ça constitue une raison suffisante pour faire appel à Exit? Je précise ici que ce sont des critères fixés par l'association, parce qu'il n'y a aucune loi qui empêche quelqu'un de se suicider, et aucune loi n'empêche l'aide au suicide, même pour une personne qui n'est pas malade. Mais nous, on veut que la personne ait une souffrance venant d'une maladie ou des suites d'un accident, et c'est nous qui fixons les règles. On veut que la personne soit vraiment handicapée et que le médecin qui la suit puisse dire qu'on a essayé différents traitements et qu'il n'y a plus d'espoir. Notez bien que la vieillesse, la grande vieillesse, est aussi une maladie sans espoir, n'est-ce pas? Les gens sont en fin de vie quand ils atteignent environ 85 ans, hommes ou femmes. Donc on a des critères qui sont un peu élastiques, mais nous les fixons nous-mêmes puisque la loi n'en fixe aucun. Il était souvent reproché à Exit que les critères justement pour une demande d'assistance au suicide étaient trop flous. Donc vous diriez plutôt que vous avez fixé des critères assez... Oui, c'est flou parce que la loi n'existe pas simplement. La Confédération n'a jamais voulu
encadrer les associations d'aide au suicide. Il y a eu des tentatives. La dernière, c'était en 2011, où le Conseil fédéral avait fait une consultation à l'échelle du pays, qui a été une grande cacophonie, où on a conclu qu'il valait mieux ne rien faire, puisque personne n'était d'accord. Donc c'est nous qui fixons nos règles, et ces règles évoluent avec le temps. Je rappellerai aussi que du point de vue de beaucoup de juristes, notre vie nous appartient. Elle nous appartient, donc on peut en faire ce qu'on veut. Donc on peut se tatouer, on peut changer de sexe, on peut divorcer, on peut avorter, et on peut aussi mettre fin à sa vie. Ceux qui sont opposés à Exit prétendent souvent que l'individu ne devrait pas être propriétaire de soi-même et ne pas pouvoir disposer de sa vie, mais ça ne concerne que les gens qui sont croyants en autre chose. La plupart des gens qui sont membres d'Exit sont des personnes qui sont convaincues qu'elles sont maîtres d'elles-mêmes, capitaines de soi-même, comme disait le poète. Est-ce que vous pensez justement que ce flou législatif est bien, du coup, vu que c'est plus simple, on va dire, ou est-ce qu'il faudrait quand même une base législative assez claire au niveau fédéral? Pour l'instant, nous nous sommes accommodés de cette grande liberté et de cette grande confiance que la population nous a accordée. On n'est pas sûr qu'une loi puisse vraiment nous aider. Prenez l'exemple de l'Allemagne. Ils ont sorti il y a 2 ans une loi, la loi numéro 217 de leur code pénal, qui interdit l'assistance au suicide régulièrement fournie. C'est-à-dire qu'un médecin qui ferait de temps en temps une assistance serait non punissable, mais si ça devient régulier, il est punissable. Pour ne pas parler même des associations d'aide au suicide. Le résultat des courses, c'est que personne ne sait comment interpréter cet article, parce que quand on dit régulier, une pratique régulière, on ne sait pas ce que c'est. 2 fois, 3 fois, 10 fois, ce qui fait que le tribunal constitutionnel de Leipzig a déclaré que cette loi était à revoir, puisqu'elle est finalement inapplicable. Comment les médecins non impliqués par Exit perçoivent-ils votre association? Est-ce que vous souhaiteriez qu'ils participent davantage au travail? Oui, on est d'avis, en tout cas parmi les médecins d'Exit, que si les médecins allaient jusqu'au bout de leur devoir, on n'aurait plus besoin d'exister. Le médecin traitant assurerait les meilleurs soins pour guérir les personnes ou les soulager au moins tant que c'est possible. Et puis à un certain moment, à la demande du patient, bien sûr, pourrait être là et être celui qui aide à mourir quand le patient le demande. On en est loin encore. Un sondage de l'Association des médecins suisses a été fait il y a 2 ans qui montrait qu'à peu près la moitié des médecins étaient favorables à l'aide au suicide dans certaines conditions. Par exemple, en cas de maladie incurable, vieillesse très avancée. Mais il y a quand même à peu près la moitié des médecins qui ne veulent pas. Et du coup, Exit, c'est une façon de lutter contre l'acharnement palliatif? Oui, à l'origine, Exit, qui a été fondé en 1982, en Suisse romande et puis aussi en Suisse alémanique, 2 associations séparées, frères, sœurs, c'était pas du tout pour l'aide au suicide, c'était pour promouvoir les directives anticipées à une époque où la médecine toute triomphante permettait à des gens qui autrefois seraient morts de survivre grâce aux techniques de pointe, mais dans des conditions terribles, au point que ça crée des situations insupportables pour les patients et pour leurs familles. Donc on a commencé par donner la possibilité aux gens d'écrire leurs directives anticipées. Ça a été un grand succès puisque ça a été adopté dans certains cantons comme loi, l'obligation du médecin de respecter les directives anticipées, et puis au niveau fédéral en janvier 2013. Et curieusement, l'aide au suicide n'a commencé que vers la fin des années 90. Un peu par hasard, parce qu'on s'est rendu compte que l'article 115 du Code pénal suisse, adopté en 1942
pour un problème tout différent, pouvait servir pour les gens gravement malades et qui demandaient l'aide à mourir. Est-ce que vous pensez que les médecins devraient du coup recevoir une sorte de formation pour être sensibilisés à ça, ou dans leur cursus universitaire par exemple, avoir un axe, un cours qui est spécialisé là-dessus? Oui, ça a commencé d'ailleurs. Je participe chaque année à un cours de 2 fois 2 heures pour 2 volets différents d'étudiants en médecine. Et une fois par année, un cours de 2 heures pour les étudiantes infirmières. Ce sont des cours destinés à sensibiliser ces étudiants aux problèmes de la fin de vie. Pas seulement l'aide au suicide, mais les choses interdites comme l'euthanasie, et puis les choses permises qui se pratiquent couramment à l'hôpital, c'est-à-dire l'euthanasie passive, ou le retrait des soins plus exactement, et puis l'euthanasie active indirecte, qui consiste à donner des médicaments pour soulager, et ces médicaments peuvent abréger parfois la vie. Et est-ce que justement ces étudiants, ils ont une réaction par rapport à ça? Enfin, ils sont peut-être choqués, ou au contraire, ça leur semble normal? Je pense qu'il y a de tout. Parmi les étudiants qui s'expriment, parce qu'il y en a qui disent rien, mais ceux qui s'expriment sont en général favorables. On remarque dans les générations qui viennent, l'idée d'une liberté personnelle est clairement acquise. Vous pouvez comparer ça avec l'interruption de grossesse, où il y a 40 ou 50 ans, il y avait encore une très forte opposition, et on a dû voter à 2 ou 3 reprises pour que l'interruption de grossesse soit possible, les 12 premières semaines. Maintenant, pratiquement plus personne, parmi les jeunes en tout cas, ne conteste cette liberté. Et il en va de même avec l'aide à mourir et l'aide au suicide. Il y a une évolution très clairement dans l'idée d'une plus grande liberté individuelle. Et les médecins qui sont maintenant impliqués dans Exit, qui sont-ils au fond? Est-ce qu'il y a une sorte de type de médecin qui fait plutôt partie d'Exit? C'est difficile à dire, on est peu nombreux, donc on ne peut pas faire de statistiques. En Suisse romande, on est 4 ou 5. Alors il y a un ancien chirurgien cardiaque à la retraite, un ancien professeur de pathologie à la retraite, un médecin qui travaille encore, qui est en cabinet, et puis 2 médecins à la retraite. Donc il y a de tout. C'est des gens qui sont probablement sensibilisés à la souffrance, qui s'intéressent plus à la souffrance des gens qu'à l'aspect purement technique de la médecine. Et est-ce que ces médecins ainsi que les accompagnateurs, ils sont rémunérés pour leur travail au sein de l'association? On ne peut pas être rémunéré comme accompagnateur. On a les indemnités de défraiement, parce que ça investit pas mal de temps et des moyens de transport aussi, plus ou moins selon les cantons. Donc il y a une indemnité de défraiement qui est accordée aux accompagnateurs. Et pour les médecins, quand ils interviennent en tant que médecins, pour faire l'ordonnance et un rapport médical après avoir examiné le patient et donné le feu vert ou le feu rouge parfois, ils sont rémunérés, ils reçoivent des honoraires. Ouais. Okay. Et les accompagnateurs, en général, c'est donc plutôt comme des bénévoles finalement? C'est la loi, hein. Ils ne peuvent pas être rémunérés comme travailleurs dans ce domaine, puisque l'article 115 du Code pénal exige que l'accompagnement au suicide se fasse de façon non égoïste, qu'il n'y ait pas un profit personnel. Est-ce que ces accompagnateurs, c'est plutôt du coup des gens qui sont à la retraite, ont peut-être plus la possibilité de faire ce genre, de s'engager bénévolement? La majorité sont à la retraite, mais il y a quelques personnes actives encore qui le font en dehors de leurs heures de travail. Peut-être travaillent-ils à mi-temps. Et pourquoi pensez-vous qu'Exit est aussi controversé alors que lors des sondages réalisés en Suisse, il était montré que plus de 2/3 de la population semble être en faveur du suicide assisté? Oui, et c'est vrai pour tous les pays d'Europe occidentale. On constate qu'il y a une divergence entre ce que désire la population
et puis la vie des personnes qu'on appelle entre guillemets les élites, c'est-à-dire les juges, les avocats, les médecins, les enseignants, les philosophes, etc., qui peut-être ont plus peur que l'ensemble de la population que ces pratiques dérapent. On nous oppose souvent l'argument de la pente glissante. Si on commence à faire des aides au suicide, on passera à l'euthanasie. Ensuite, l'euthanasie sera si répandue qu'il y aura une pression sur tous les vieux pour qu'ils y recourent, etc., etc. C'est un argument tout à fait fallacieux, mais qui est malheureusement encore très répandu. Et pourquoi cet argument serait fallacieux? Regardez Wikipédia sous pente glissante, il y a un bon article là-dessus. C'est comme l'idée que toute personne qui fait du vélo inévitablement va être automobiliste plus tard. Ou, prenez l'exemple de l'interruption de grossesse. Nos adversaires, quand nous étions en faveur de la liberté d'y recourir à l'interruption de grossesse, pensaient que toutes les femmes allaient recourir à l'interruption de grossesse et qu'il n'y aurait plus d'enfants. Puis en réalité, la Suisse est maintenant le pays d'Europe où il y a le moins d'interruptions de grossesse. Donc ces histoires de pente glissante ne tiennent pas du point de vue ni logique et ni du point de vue factuel. Est-ce que vous pensez que le vieillissement de la population a un impact important dans la légitimation du suicide assisté? J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pensez que le vieillissement de la population a un impact sur la légitimation du suicide assisté? Est-ce que plus de gens vieillissent? Un philosophe américain, John Hardwick, disait que pendant des milliers d'années, les hommes ont eu peur de la mort parce qu'elle venait trop tôt. Et maintenant, on vit un changement de paradigme. Les gens commencent à avoir peur de la mort parce qu'elle vient trop tard, souvent. Et on voit des gens dans une situation dramatique, d'abandon dans des IMS. Vous avez peut-être vu ça vous-même ou bien à la télévision. On se demande qu'est-ce que c'est qu'une vie où on n'a plus aucune utilité sociale et où la seule manière de passer les journées, c'est de regarder la télévision ou regarder dans le vide ou participer à des animations parfois dirigées par des robots. Est-ce que vous pensez que du coup ça va influencer le nombre de personnes qui vont faire recours à Exit, que ce nombre va augmenter? Oui, certainement. C'est une question d'information aussi là. Pour beaucoup de gens, ces choses étaient taboues et interdites. Et les journaux en parlent, nous ne faisons jamais de publicité. Mais les affaires que les journaux rapportent, et la télévision, nous amènent pas mal d'adhésions parce que les gens découvrent qu'il y a une façon autre de mourir que de laisser simplement faire la nature. Et vous savez que la nature ne fait pas toujours les choses très bien. Donc les gens voient qu'ils ont un choix, et paradoxalement, ce choix les apaise beaucoup. On constate que les gens membres d'Exit considèrent Exit comme une sorte d'assurance. À peu près un tiers des membres d'Exit vont recourir à Exit. 2 tiers n'y recourent pas. C'est-à-dire que la mort viendra naturellement, par mort subite, ou bien la mort assistée dans un hôpital ou dans un établissement. Mais seulement un tiers font une demande. Probablement que ça les a rassurés jusqu'au bout, et beaucoup d'ailleurs nous disent que ça leur permet d'échapper à l'envie de se suicider eux-mêmes. Beaucoup de gens, quand on parle avec eux, on découvre qu'ils ont déjà réfléchi à différentes façons de se suicider, y compris parmi les plus violentes, et le fait d'appartenir à l'association et que nous leur garantissions que nous ne laisserons pas tomber, leur permet de ne plus recourir, de ne même plus penser à recourir à un suicide violent. Et vous disiez avant que les gens sont de plus en plus informés par rapport à Exit. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les médias présentent votre association? Les médias, malheureusement, sont plus sensibles à l'aspect dramatique, émotionnel, qu'à la réflexion. Mais on parle souvent de nous dès qu'il y a un scandale, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de dramatique. Alors il y a eu l'affaire des 3 frères, en automne dernier. Il y a de temps en temps un étranger qui vient en Suisse avec
une équipe de télévision et qui est filmée, et puis les gens sont confrontés à quelque chose de très émotionnel. On ne parle pas de tous les autres qui partent en toute discrétion. Parce que vous faites aussi à la maison, enfin la plupart de suicides assistés se passent à la maison. Oui, dans la règle, c'est à la maison. Pourquoi? La maison, ça peut être l'IMS, hein. Il ne faut pas oublier que les gens, quand ils sont dans un IMS, c'est leur domicile. Et donc la loi maintenant, dans beaucoup de cantons, permet d'assister les gens en IMS. Pourquoi? Parce que les gens aiment mieux mourir dans leur cadre de vie le plus traditionnel, le plus agréable. Savez-vous que 80% des gens désirent mourir chez eux? En réalité, 80% meurent à l'hôpital. Parce que c'est très difficile de mourir à la maison, et la famille est vite débordée par l'importance des soins de base qui doivent être prodigués, par la souffrance. Il y a vraiment, malgré tout le courage qu'ont les familles, il y a un moment où certains n'en peuvent plus. Avec l'aide d'Exit, c'est la possibilité d'être sûr de revenir à la maison, par exemple, quitter l'hôpital, quitter l'établissement de soins, venir à la maison et choisir le moment où on sera dans son lit ou sur un canapé, entouré des gens qu'on aime, le jour qu'on choisira. Et que répondez-vous aux gens qui accusent Exit de pousser au suicide? C'est une accusation qui a été faite, notamment en automne dernier, pour les deux frères. Mais c'est grotesque, puisque les gens adhèrent à une association d'aide au suicide et font une demande spontanée, manuscrite ou devant notaire, d'aide au suicide. Donc c'est assez vicieux, je trouve, de nous accuser de pousser les gens au suicide. Nous leur offrons la possibilité, à eux d'y recourir ou non, et d'adhérer ou non. Donc je pense que c'est une accusation qui relève de la mauvaise foi. Et est-ce que vous pensez que la diminution des suicides non assistés est en corrélation directe avec l'augmentation des suicides assistés? Non, je crois pas. Dans les années 80, on avait 24 pour 100 000 suicides et on est maintenant à 12 pour 100 000. Il faut voir que dans les statistiques fédérales, c'est pas toujours très clair. Pendant longtemps, on mélangeait tous les suicides. Il est probable que maintenant, une bonne partie de la baisse des suicides violents, émotionnels, vient du fait que les gens peuvent utiliser le suicide assisté. Mais il y a aussi un bon résultat des campagnes d'associations comme Stop Suicide ou La Main Tendue, qui ont certainement réduit un peu la quantité de suicides violents. Et est-ce que la conception de la mort et du suicide en général dans notre société actuelle, vous pensez que ça a un impact important sur la controverse autour d'Exit? Non, je ne pense pas. Vous savez, on parle de moins en moins de la mort dans la vie de tous les jours. Paradoxalement, on en parle de plus en plus dans les séries télévisées et dans les films, mais je ne crois pas qu'il y a à faire, non. Et la religion, vous pensez que ça a un impact aussi sur la façon dont les gens voient Exit? Pour une minorité des gens, oui. Je pense que les gens très croyants n'adhèrent pas à Exit. On a quand même un certain nombre de croyants catholiques, protestants, juifs ou même bouddhistes qui sont membres d'Exit, et certains en ont fait état ouvertement. Le théologien Hans Küng, un Suisse alémanique, est membre d'Exit et ne l'a pas caché. Il y a eu une religieuse du Valais qui l'a dit. J'ai moi-même aidé un pasteur à partir. Donc les gens s'arrangent, vous savez. On peut comparer ça aussi au divorce et à l'interruption de grossesse. Certaines églises interdisent ces pratiques, et les gens s'arrangent et le font quand même. Donc on ne peut pas empêcher les gens, je crois, d'exercer leur liberté. Et donc vous avez parlé justement de l'avortement et du divorce et maintenant aussi de l'assistance au suicide. Est-ce que tous ces débats autour d'Exit, ça ne montrerait pas aussi un questionnement plus important autour de ce que l'être humain peut ou ne peut pas faire par rapport à la vie? Oui, je pense que c'est ça. La seule chose en somme qu'on ne puisse pas faire,
c'est ce qui fait du mal aux autres. Hein, c'est la définition la plus classique de la liberté, faire tout ce qu'on veut pour autant que ça ne fasse pas du tort à autrui. On ne voit pas très bien en quoi la mort volontaire d'ailleurs ferait du mal à autrui. On nous a reproché parfois de donner un exemple funeste et que d'autres personnes risquent de se suicider parce que certains ont recouru au suicide assisté. Mais en réalité, on voit que ce phénomène est très peu fréquent, très marginal. Il n'y a pas d'épidémie de suicide dans ce domaine-là. Et d'après vous, la famille, jusqu'à quel point elle peut essayer de dissuader la personne de faire recours au suicide assisté? En droit, personne ne peut s'opposer à la décision d'un individu capable de discernement. Au cas où la personne n'aurait pas son discernement, elle peut bien sûr être protégée par des mesures de curatelle générale, il y a des lois pour ça, mais si quelqu'un est capable de discernement, elle ne peut pas être empêchée de mourir au moment et de la manière dont elle le souhaite, pas plus que la famille ne pourrait l'empêcher de divorcer, de déménager ou même de changer de sexe s'il le voulait absolument. Et j'ai encore une dernière question. On parle souvent du tourisme de la mort. Et est-ce que ce type de situation est fréquent finalement, ou c'est juste parce que c'est très médiatisé qu'on a l'impression que c'est quelque chose de courant? Alors, mon association ne s'occupe pas de personnes venant de l'étranger. Les gens qui viennent en Suisse en tant que touristes de la mort, comme on dit, moi je dirais plutôt que ce sont des réfugiés, puisque leur pays leur refuse certaines libertés et ils sont contraints, bien contre leur volonté et à grands frais, de venir mourir dans notre pays. Donc je pense que c'est une bonne chose, ça leur donne une liberté dont ils ont besoin, et les associations telles que Dignitas ou Life Circle travaillent de manière très correcte, exactement comme nous faisons à Exit, en s'entourant des mêmes garanties légales, réglementaires, avec une expertise médicale et juridique qui permet aux touristes, entre guillemets, de la mort de venir en Suisse pour bénéficier d'une aide, mais sans avoir les inconvénients d'une mauvaise préparation qui les exposerait dans leur pays à toutes sortes de désagréments. Je parlais des survivants, de ceux qui les ont accompagnés. Très bien, alors merci, j'ai fini toutes mes questions. Est-ce que vous aviez encore quelque chose d'autre à rajouter, en message à faire passer peut-être aux jeunes, vu que c'est un journal d'étudiants, peut-être à ce type de population qui ne parle pas beaucoup de la mort encore, que c'est pas quelque chose qui est très présent dans notre vie? Nous ne faisons pas de publicité, donc pas de promotion pour Exit, mais nous souhaitons que les gens sachent que la mort peut ne pas être redoutable et que le fait de participer à une association telle qu'Exit permet de préparer sa mort, comme les directives anticipées permettent aussi de préparer les soins les meilleurs au cas où on perdrait un jour sa capacité de discernement ou voire sa conscience. Très bien, merci beaucoup.